Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast En fleurs, plus en feu. Je suis Fella Hachkadour et je serai votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. En fleurs, plus en feu est un podcast qui a pour objectif de mettre en visibilité le travail du projet de promotion des actrices racisées en recherche partenariale au Québec, le projet PAR. Et maintenant, l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer le podcast, j'aimerais d'abord qu'on reconnaisse qu'on se réunit aujourd'hui sur le territoire de la nation Kanyan-Kehaga, territoire non cédé de Tchotchagé, ici sur l'île de la Tortue. Nous aimerions exprimer toute notre solidarité avec les communautés autochtones qui luttent pour l'autodétermination. Nous honorons bien sûr les gardiens et les gardiennes traditionnels de ce territoire. En fleurs, plus en feu est un projet qui a pour objectif de mettre en visibilité le travail du projet de promotion des actrices racisées dans la recherche partenariale au Québec, donc le projet PAR. Et donc ce projet part d'un constat, celui que la production de la connaissance sur et par les femmes et les personnes non binaires, noires, autochtones et racisées est invisibilisée et sous-représentée. Et donc l'objectif du projet, c'est vraiment de comprendre quels sont ces obstacles et de mettre en place des stratégies de résistance, qu'elles soient individuelles, collectives, mais aussi de créer des espaces d'épanouissement personnel et de soins de soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par des enjeux de définition. Quand on parle de femmes et personnes non binaires racisées en recherche partenariale, d'abord sur la question des personnes non binaires. Une personne non binaire ne définit pas son identité de genre dans les cadres binaires exclusifs définissant l'homme ou la femme. Et je cite, les personnes non binaires peuvent se sentir comme ni homme ni femme, comme les deux, ou comme toute autre combinaison des deux. La non-binarité inclut les identités en lien avec la fluidité des genres. Les personnes non-binaires peuvent s'identifier comme trans selon leur auto-identification. Aussi, quand on parle de personnes, de femmes ou de personnes non-binaires racisées, quand on fait référence à la racialisation ou la racisation, on parle du processus d'altérisation des individus et des groupes selon leur origine réelle ou supposée et qui permet de les distinguer comme racialement différents. Concernant la recherche partenariale ou la recherche en partenariat, celle implique des approches, des objectifs et des pratiques en sciences sociales. Donc la recherche partenariale aussi implique une multitude d'acteurs et d'actrices sociaux. Ça peut être des leaders d'organisations, des militants, des militantes, des fonctionnaires d'État, des professionnels des métiers de l'intervention sociale ou de la pédagogie. Et donc dans l'objectif de se réapproprier les ressources universitaires pour mettre en place des recherches sur leurs préoccupations pratiques finalement. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier épisode où on va aborder la jeunesse du projet PAR, donc le projet de promotion des actrices racisées en recherche partenariale, les défis auxquels ce projet répond et toutes les étapes de la mise en œuvre. Donc pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée de toute l'équipe du projet PAR. Donc d'abord avec nous Félicia K, donc chercheuse au sein du projet. Bonjour Félicia. Bonjour. Aussi avec nous Saz Taher, chercheuse aussi au sein du projet. Bonjour Saz. Bonjour, Fela. Maude Jean-Baptiste, coordinatrice du projet PAR. Bonjour Maude. Bonjour. Et Ornella Tanous, coordinatrice d'événements et de la vie communautaire. Bonjour Ornella. Bonjour, Fela. Nous accueillons aussi avec nous Alexandra Pierre, travailleuse communautaire et autrice. Tu es également la personne à l'origine de la conception du projet PAR. Ta présence ici était importante pour en parler. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Donc sans plus tarder, on va commencer par les questions et rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par adresser ma première question à toi, Alexandra, qui est l'initiatrice du projet. Pourquoi ce projet? Est-ce que tu peux revenir sur les premières réflexions que tu as eues autour de ce projet? Ce projet-là est né à l'été 2021. À cette époque-là, je travaillais à Relais Femmes. Relais Femmes était dans un processus d'intégrer de façon plus systématique, on va dire, l'intersectionnalité à toutes ces pratiques, avec les défis que ça comporte, n'est-ce pas? Et j'étais aussi en train de travailler sur plusieurs projets. Comme souvent à Relais,
Donc, je travaillais sur un projet autour de la lutte contre le racisme dans un regroupement féministe. Je travaillais aussi sur 2 projets de recherche, un autour de l'intersectionnalité, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique concrètement au Québec, et un autre sur la santé gynécologique et obstétrique des femmes noires au Québec. Et parmi tous ces projets, un des constats, c'est que tous ces enjeux-là concernaient directement des personnes racisées, les femmes racisées, les personnes non-binaires racisées aussi, mais il y avait très peu d'écrits, écrits universitaires ou autres par ailleurs, qui étaient mobilisés dans les différents projets auxquels je participais. Alors, le constat, c'était, ça m'étonnerait beaucoup que les femmes et les personnes non-binaires racisées aient rien écrit ou rien pensé là-dessus, mais clairement, c'est pas visible, c'est pas mobilisable, on sait pas où trouver ces références-là, ou c'est difficile de trouver ces références-là. Donc, tu sais, il y a l'aspect de, bon, est-ce qu'on on cherche comme on devrait chercher? Il y avait cet aspect-là, mais il y avait clairement l'aspect de l'invisibilisation de ces paroles-là. Donc, ça m'a donné l'idée de déposer ce projet. Et comme pour souvent dans les organismes communautaires, il y avait un appel à projet, puis on a donc cette réflexion-là qui était pas du tout aboutie, tu sais, qui était en marche, plus un appel à projet où est-ce qu'on peut avoir des sous. Donc, on a déposé un projet avec Relais Femmes, une de mes collègues avec qui je travaillais beaucoup, Josiane Maheu, a beaucoup contribué aussi. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né de ces réflexions-là dans les milieux à la fois communautaires et à la fois de recherche. Ok, donc ça c'était pour la question de la réflexion autour du projet. Donc les premières étapes, c'était de répondre finalement à l'appel de projet. C'était quoi les autres étapes vraiment de Oui. mise en œuvre du projet? Ben, les premières étapes, c'était de chercher des sous, évidemment. Ensuite, il y a eu comme toute une réflexion sur comment on recrute, comment on recrute. On a essayé dans le recrutement d'avoir des pratiques en cohérence avec le projet. On a mis aussi en place un comité, alors vous allez m'aider, je m'en rappelle plus, un comité aviseur, oui, c'est ça. Un comité aviseur pour nous aider dans le processus de recrutement, mais aussi dans le processus d'affiner l'idéation du projet. Un comité composé de femmes. Il n'y avait pas de personnes non binaires, mais de femmes autant du milieu universitaire que du milieu communautaire. Et qui était un peu sensible à la question des injustices épistémiques et de la manière dont le savoir, les connaissances des personnes, des femmes racisées, des personnes non binaires racisées étaient accueillies autant dans le milieu communautaire que dans le milieu universitaire. Merci Alexandra. On reviendra sur justement cette définition de injustice épistémique pour les auditeurs et les auditrices. Je voulais revenir d'abord sur le projet concerne aussi les expériences des femmes et des personnes non binaires dans les milieux de recherche, donc universitaires, mais aussi dans les milieux communautaires. C'est quoi les enjeux auxquels ces personnes font face dans chacun de ces milieux-là? Est-ce que vous avez trouvé des points communs aussi ou des différences en termes d'expérience? Ben, c'est-à-dire, le point de départ, c'était de dire que elles n'étaient pas visibles, donc ces personnes-là n'étaient pas visibles, donc forcément, il y avait un enjeu là, de cette non-visibilité-là. Particulièrement, tu sais, au Québec, les personnes racisées représentent 10% de la population. À Montréal, c'est presque 33% de la population. De visu, là, quand on regardait les textes, les interventions, les recherches qu'on pouvait trouver sur ces thématiques-là. Et en recherche tout court, en recherche partenariale, ben on les voyait pas. Donc, c'est un peu le départ.
après, pour la recherche, on Ben a même, découvert plein d'autres choses. oui, puis même avant la recherche, en fait, je me souviens que le printemps 2022, puis l'été 2022, on se posait ce genre de questions. Fait que, qui on inclut dans cette recherche-là? Les femmes racisées, les femmes noires, les personnes non-binaires, est-ce qu'on peut parler des personnes non-binaires, tu sais, si nous-mêmes, on n'est pas des personnes non-binaires? Donc, c'était dans nos questionnements. Est-ce qu'on rentre là-dedans aussi les femmes autochtones, les personnes non-binaires autochtones? Euh, Est-ce qu'on rentre les personnes qui font de la recherche point, tu sais, qui font pas juste de la recherche partenariale? Donc, il y a eu vraiment beaucoup de questionnements face à ça, justement pour, tu sais, à quel point est-ce qu'après qu'on ait tous ces résultats-là, on peut faire des analyses pour comparer ces différents groupes de personnes-là. Parce que c'est des réalités différentes pour différentes racisations ou différentes identités de genre. Fait que comment on fait à la fin pour comparer tout ça si on inclut tous ces profils-là, en fait. Donc, ça a été beaucoup dans les questionnements. Par la suite, euh, dans la recherche, puis après aussi dans les autres événements que PAR a eu, donc les journées BIPOC, les journées cohortes, le forum, euh, on a vu que l'échantillonnage qu'on a fait, donc les personnes non-binaires racisées, puis les femmes racisées, euh, il y avait beaucoup de réalités en commun. Donc, beaucoup de choses que Saz et moi avons entendues dans des entrevues ou dans des focus groups sont revenues dans les événements par la suite. Donc, à ce moment-là, ça a été comme une dernière validation, en fait, des choix qui ont été faits au début. Par rapport aux défis qui sont vécus, ça, je suppose que tu pourras compléter. Mais ce que Alexandra a mentionné face à l'invisibilisation, la tokenisation, c'est revenu beaucoup tant au milieu communautaire qu'au milieu académique. Donc, voilà, les problèmes aussi face au temps. Donc, on le sait, là, on vient de finir un projet de recherche. Euh, tu te fais un échéancier au début, puis là, finalement, il y a 1 milliard d'imprévus, mais en même temps, ton argent, ton financement est pour un temps fixe. Donc, comment tu fais à travers tout ça pour rencontrer tous les deadlines, puis tout ce qui vient, en fait. Puis dans les recherches partenariales, il y a ce défi ajouté du fait que le milieu communautaire puis le milieu académique ont pas du tout le même genre de défi en termes de temps. Donc, d'où l'académique est peut-être un peu plus pressé de publier. Le communautaire veut des résultats tangibles tout de suite pour faire face à différents défis qu'ils vivent dans leur quotidien. Oui, tout à fait. Puis je dirais, dans la continuité de ce que vient de nous dire Félicia, c'est que aussi l'une des différences majeures, c'était la question des ressources entre le milieu communautaire et universitaire. Ce qui ressort beaucoup comme différence majeure, c'est que dans les milieux communautaires, on a un manque de ressources humaines, mais aussi financières, pour avoir le temps, le luxe de mener des projets. Et donc, on est toujours dans cette course, justement parce que nos besoins sont différents. Alors que là où va l'argent pour les projets de recherche, les fonds sont souvent dans les universités. Donc on comprend que ce projet répond à plusieurs besoins réels des personnes, enfin des femmes et des personnes non binaires racisées. Tu parlais Alexandra aussi d'injustice épistémique. Donc est-ce que je sais que c'est un peu au cœur un petit peu de votre réflexion aussi. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire injustice épistémique? Oui, je peux peut-être lancer la première réflexion. À la base, donc c'est un concept qui a été fondé par une philosophe américaine, Miranda Fricker, mais il faut le rappeler chaque fois, c'est un concept qui pose problème parce que à la base, ça recoupe la question de la mise sous silence, de l'invisibilisation des voix, des expériences, des contributions des personnes en fonction de leur groupe social. Et toute cette question de la mise sous silence, elle a été développée bien avant Miranda Fricker par des chercheuses et des activistes noirs. Par la suite, des chercheurs, des activistes racisés, décoloniales, etc. Mais donc, bon, c'est un point important à faire avant. Mais donc, le concept d'injustice épistémique ou de violence épistémique, c'est vraiment cette idée de comprendre que c'est des situations dans lesquelles les témoignages des personnes ne sont pas suffisamment crus ou suffisamment comprises en fonction de biais que l'on a parce qu'on les associe à un groupe social particulier
qui n'est pas dominant dans la société. Donc, les femmes, les personnes racisées, les personnes, les minorités sexuelles, etc., sont des personnes qui vont subir des injustices épistémiques au sein de la société. Et nous, on s'intéressait dans le milieu de la recherche plus particulièrement comment ça se matérialise. Et dans le milieu de la recherche partenariale, comment ça se matérialise justement? Est-ce que c'est des enjeux spécifiques? Ben, je pense qu'il y a peut-être deux aspects, surtout spécifiquement à part. Donc, premièrement, de qui on parle. Donc, on parle de femmes racisées, de femmes ou de personnes non binaires racisées. Donc, comme le dit Saz, puisque c'est des populations marginalisées, elles ont tendance à être plutôt victimes d'injustices épistémiques. Le fait aussi qu'on parle de recherche partenariale, ça unit deux mondes dans lesquels il existe beaucoup d'enjeux de pouvoir, donc le communautaire et l'universitaire. Donc même à ce niveau-là, à quel point les voix du communautaire sont entendues par le milieu universitaire qui a plus de ressources, comme ça, je le disais plus tôt. Donc il y a peut-être ces deux tableaux-là dans lesquels on peut voir l'injustice épistémique vraiment marquée. Plus marqué dans le milieu communautaire. En fait, c'est ça. Selon notre recherche, et puis les résultats qu'on a eus, c'est les témoignages des milieux communautaires mentionnaient à plusieurs reprises la sensation de pas vraiment être compris par le milieu universitaire, de pas vraiment être entendu. Plusieurs enjeux rentrent là-dedans, tu sais, des enjeux de langue, par exemple. Donc, si la communauté à laquelle on tente de parler parle anglais, mais que l'université à laquelle est associé le projet parle français, comment on fait pour se comprendre? Pas toutes les universités ou tous les projets vont faire l'effort d'essayer de comprendre vraiment ce qui est communiqué par le monde communautaire. L'importance du communautaire dans le projet de recherche aussi. Est-ce qu'on fait juste prendre ce qu'on a de besoin, donc des tendances extractivistes de l'universitaire, prendre ce qu'on a de besoin, puis après, le communautaire, on a eu ce qu'on veut, ou est-ce que c'est vraiment un partenariat, les deux ensemble? Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'enjeux à ce niveau-là qui sont ressortis. Ok, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Alexandra? Non, j'étais plus sur la genèse ou le départ Oui. du projet. C'est ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est souvent dans les projets de recherche, c'est de partir d'hypothèses puis après de se les faire valider ou pas. Mais c'est sûr qu'au départ, quand j'ai voulu développer ce projet-là, c'est aussi parce que je parlais à d'autres chercheuses, les personnes non binaires en recherche qui me disaient, qui exprimaient un peu les résultats, de la recherche. Mais au départ, c'était aussi cette perception, ce sentiment d'avoir que ton savoir, tes connaissances, comment tu formules les choses sont perçues de façon défavorable, mais sont aussi souvent repris puis récupérés. Puis je trouve que ça faisait un lien avec je sais même plus comme Miranda Fricker qui met en place qui développe ce concept de d'injustice épistémique, mais qui je sais pas trop c'était quoi son approche, si elle a donné du crédit ou pas, mais qui a utilisé finalement les connaissances le savoir de femmes noires pour pouvoir développer ses propres connaissances, puis son aura aussi. Puis je trouve que c'est un peu en miroir avec ce que, en tout cas, j'entendais et qui m'a donné envie de développer le projet. Merci. Et donc, je comprends ce que tu dis, Félicia, sur les enjeux entre le milieu communautaire et universitaire. Est-ce qu'il y a des enjeux juste propres en recherche partenariale, sur les injustices épistémiques? Donc, moins en comparaison, mais plus spécifiquement sur la recherche partenariale. En fait, c'est ça. Je fais la comparaison parce que c'est beaucoup ce partenariat-là qu'on a analysé dans le projet. Mais je te dirais peut-être quelque chose que j'ai pas nommé non plus plus tôt. Tout ce qui est en lien avec les publications. Donc, qui participe à publier, qui participe à écrire ce qui va sortir de la recherche, c'est aussi un enjeu qui est très propre au milieu de la recherche partenariale. Juste parce qu'on est beaucoup de partenaires différents dans beaucoup de milieux différents, si toute la portion d'écriture se fait à l'université, à quel point est-ce que nous, dans le milieu communautaire, par exemple,
on a notre mot à dire sur ce qui va dedans, on participe à comment les choses sont formulées. Donc ça, c'est peut-être un enjeu aussi que j'ai pas nommé. Ça, je sais pas si... L'un des enjeux qui ressort beaucoup et qui me semble assez au cœur de la recherche partenariale entre les milieux communautaires et universitaires, c'est toute la question de la relation et de comment prendre le temps de construire les relations entre nous, puis entre les personnes qui font la recherche, les personnes qui sont les sujets de la recherche. Et donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti comme quelque chose de problématique, justement, et qui alimente ce décalage entre le milieu universitaire et le milieu communautaire, parce que, justement, vu ce qu'on disait tout à l'heure, vu la temporalité qui est différente, à l'université, on a des échéances très serrées, et donc ça pose un enjeu quand il faut aller étudier des réalités de populations qui ne nous sont pas familières. Et donc, il y a cette dénonciation, en tout cas ce reproche que l'on fait aux chercheurs universitaires qui ne prennent pas le temps de construire les relations. Et donc, ça reproduit ce genre de pratique d'instrumentalisation, de venir prendre votre savoir. Et une fois que la recherche est terminée, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de vraie relation à long terme qui est construite. Un truc, à mon avis, qui est spécifique à la recherche partenariale quand on parle d'injustice épistémique, c'est le décalage entre les intentions et la réalité. C'est-à-dire que la recherche partenariale, c'est supposé être une recherche en partenariat, plus horizontale, en lien très proche, en tout cas, des réalités des groupes au Québec, des groupes communautaires qui prétendent être dans le par, pour, avec. Donc, quand on parle de recherche partenariale et qu'on réfléchit aux injustices épistémiques, ben on se rend compte que ce par, pour, avec, puis cette idée de partenariat horizontal pose un problème, notamment pour les femmes et les personnes non binaires racisées, parce que on n'est pas dans le par, pour, avec, là, clairement. Merci beaucoup. Pour continuer justement sur la mise en place de ce projet, quels étaient les obstacles finalement que vous avez rencontrés au moment où vous avez commencé donc à réfléchir et à mettre en œuvre les premières étapes? Ben, les obstacles c'était plus des défis, disons. Ouais. C'est clair qu'il y a eu un défi de, de, euh, autour de la réflexion, donc la place des personnes autochtones. Est-ce qu'on avait la légitimité ou pas de les inclure dans l'échantillon avec lequel on voulait travailler? Ça, on a beaucoup réfléchi à ça avec toutes sortes d'allers-retours. Donc, on a plutôt décidé d'essayer de développer des relations avec eux, de travailler s'ils voulaient bien, puis si ça fait partie de leurs priorités, parce que ça aussi, c'est un enjeu, de travailler avec des personnes et des groupes plutôt que de les inclure complètement dans l'échantillon. Ça, c'était un des défis, puis une des réflexions qui était un peu en continu. Un autre des défis, ça a été la place de ce projet-là au sein de Relais Femmes. Relais Femmes, c'est une organisation féministe majoritairement blanche. Donc, dès le départ, l'idée, c'était de dire, on fait ce projet-là. Tu sais, idéalement, je pense que tout le monde autour de la table était d'accord pour dire que idéalement, ce projet-là devrait pas être à Relais Femmes, mais compte tenu des écarts de ressources entre des groupes minorisés et des groupes majoritaires, ben, on est dans cette situation-là. Comment peut-on profiter d'un travail d'allié? Donc, ça. Mais après, concrètement, donc, l'idée, c'était que le projet soit autonome au sein de Relais. Mais après, concrètement, dans la vraie vie, notamment quand on parle de ressources financières, notamment quand on parle de bras de coude, là, de gens de travail, ben ça se complique assez rapidement, cette notion d'autonomie. Donc voilà, c'est un défi.
Au sein du projet aussi, vous avez choisi un public cible, donc les femmes et les personnes non binaires, noires et racisées. Donc pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et est-ce que c'était important de penser à un projet, par et pour les femmes et les personnes non binaires, noires et racisées? Est-ce que vous pouvez expliquer, la démarche? Ben, au départ, l'idée, c'était vraiment de travailler sur le croisement genre et race. Donc, voilà, c'est ça, c'est assez simple comme réponse. Super. Voilà, puis donc ça incluait la question des femmes cisgenres, mais aussi du genre plus largement. Donc, on voulait inclure les personnes non binaires là-dedans. Une des conditions aussi du projet, c'était de composer l'équipe, du projet par des, personnes non binaires et des femmes, racisées et noires. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi cette démarche? Ben, je vais tenter quelque chose, puis après, je relancerai les collègues. Mais oui, l'idée, c'était vraiment d'être un par pour avec, un projet par pour avec. Donc, toutes les étapes, le comité aviseur, les différents comités éthiques, euh, tout le, tout le projet, donc, on voulait mettre au centre ces personnes-là. Après, toute la question des personnes non binaires tout le long du processus, euh, on n'a pas nécessairement réussi à avoir dans chacun des comités ou à chaque étape, mais c'était vraiment le souhait. Je rajouterais à ça aussi que ça fait partie des questionnements, en fait, en printemps 2022. Donc, déjà, les femmes racisées et noires en recherche partenariale, c'est très niché. Là, on rajoutait les personnes non binaires aussi. Puis, tu sais, on n'était pas une équipe de personnes où il y avait des personnes non binaires. Même dans le comité de démarrage ou aviseur initial, il n'y avait pas de personnes non binaires. Donc, on avait le questionnement de est-ce qu'on va être capable d'avoir assez de personnes non binaires dans le projet pour même dire qu'on les a inclus? Est-ce qu'on répète pas en fait ce qu'on tente de dénoncer en termes de tokenisation et tout ça? Donc, ça a aussi fait partie des questionnements au début. Puis ce qu'on s'est dit, c'est que, tu sais, on se lance, on essaie. Au pire, s'il n'y en a pas qui participent, ben ça va être une des limites de notre recherche. Mais ça fait partie définitivement des questionnements quand on dit qu'on est par pour avec, puis qu'il y a un groupe qu'on voit pas nécessairement. Définitivement, ça fait partie des conversations au tout début, là. Et aussi, je voulais, passer sur l'étape plutôt donc la réflexion, les premières étapes de mise en œuvre. Ma prochaine question, ça serait aussi sur le fait que vous avez mené votre recherche au sein d'un organisme communautaire, en dehors de toute instance universitaire. Donc j'aimerais bien aussi vous écouter sur pourquoi ce choix-là finalement? Je peux peut-être commencer, peut-être qu'Alex, tu peux poursuivre. En fait, je pense que, tu sais, la conversation là-dessus, quand j'ai fait partie de l'équipe, ça a vraiment commencé quand on a parlé de toute la question éthique. Je sais qu'on va y revenir plus tard, mais dans notre comité aviseur, on a beaucoup, ben, on avait 2, 3 membres, je pense, de l'universitaire qui, elles, se proposaient pour qu'on puisse tenter de passer un processus éthique universitaire. Euh, Puis on s'est beaucoup questionné là-dessus aussi, d'essayer de garder aussi notre idée de base, puis notre mission de base, puis de pas trop voir ça affecté par des biais universitaires, par exemple, qu'on contrôle pas. Puis aussi, si c'est l'équipe par qui mène le projet, mais que c'est, je sais pas, l'université l'UQAM, par exemple, qui nous pose des restrictions éthiques ou quoi que ce soit, à quel point est-ce qu'on est capable de rester indépendant? Donc, la question de l'indépendance tout le long du projet, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup resté. On a parlé des injustices épistémiques plus tôt aussi. Donc, il y a cet enjeu-là aussi. Donc, nous, on est dans une organisation communautaire. On a une vision. Si on rentre l'universitaire là-dedans aussi, à quel point est-ce qu'on va être capable de garder cette vision-là? Donc, ça fait partie des conversations au début. Complètement, c'était une question d'autonomie, mais aussi, comme tu dis, là, d'injustice épistémique, dans le sens, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on se soumette à, notamment sur la question éthique, à un processus universitaire
qui va juger de la valeur des savoirs, des connaissances qu'on met en avant, des pratiques. Donc, pour nous, c'était important d'essayer, c'était pas évident, mais d'essayer de tenter autre chose, d'avoir une vraie préoccupation éthique, mais d'essayer de faire en sorte qu'elle soit plus proche des milieux, c'est-à-dire des milieux communautaires et féministes qu'on connaissait, et qui ont démontré tu sais, à plusieurs reprises être capables de faire de la recherche, même si les pratiques et probablement les finalités sont différentes du milieu universitaire plus classique. Donc, vous parlez de la question de l'indépendance et de l'autonomie, notamment sur la question éthique. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus un peu plus précisément? Comment vous avez développé votre réflexion éthique dans le cadre du projet PAR? Ouais, ben, je peux peut-être commencer. Donc, on se questionnait déjà sur l'éthique, c'est ça, en printemps 2022. Par la suite, on a eu notre première récolte de données, si tu veux. Donc, on a eu un comité ad hoc en début juin auquel on a posé des questions, en fait, sur l'éthique. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Tu sais, est-ce qu'on devrait plutôt se tourner vers l'universitaire? Parce que, justement, dans le comité aviseur, on avait beaucoup de suggestions vers ça. Ou est-ce qu'on devrait créer quelque chose nous-mêmes? Les participantes du comité ad hoc étaient super emballées à l'idée qu'on crée quelque chose nous-mêmes. Mais c'est sûr qu'il y avait aussi le temps. Donc, on l'a nommé tantôt. Avec la COVID, le projet a commencé vraiment plus tard que prévu. Donc, il y avait cet enjeu-là aussi de comment on fait pour rentrer un comité éthique, alors que le plan, c'était que comme en juillet, on commence les entrevues. Ben, ça laisse pas beaucoup de temps, un mois, pour essayer de tout planifier, un cadre éthique, puis de passer une évaluation éthique, de créer un comité éthique. Puis voilà, ben finalement, on a quand même décidé de se lancer là-dedans. Je sais pas si Maude, veux-tu Oui. élaborer? Donc, l'idée qu'on avait aussi pour avoir un comité éthique communautaire en dehors de l'universitaire, c'est que comme on avait un projet par pour avec, il y a deux choses. C'est que la première chose, c'est que en étant des personnes qui appartiennent à la communauté étudiée, on a aussi un accès à certains réseaux qu'on souhaitait, qui parfois, dans les évaluations éthiques universitaires, peuvent être vus comme comme un biais beaucoup trop important pour que ça soit une recherche scientifique ou whatever. Donc, il y avait cette chose-là. Puis, il y avait aussi le fait que l'évaluation des universités, enfin des comités éthiques universitaires, se centre énormément sur la protection des individus. Mais quand on est dans du parcours avec des communautés racisées, il faut aussi prendre la communauté racisée dans son entièreté, parce que ben c'est ça. Quand il y a des risques, enfin quand il y a des, comme ils appellent ça dans les évaluations éthiques universitaires, là, les risques qui sont encourus individuellement ne sont pas que individuels. Il y a aussi la communauté qui peut en pâtir, surtout quand elle est déjà marginalisée au niveau de la société. Donc c'est ça. Super intéressant sur aussi votre réflexion sur le comité éthique finalement indépendant. Comment s'est inscrit aussi votre recherche au sein du paysage de la recherche partenariale? Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font comme ça, par pour avec? Où est-ce que vous vous situez? Moi, je pense que c'est groundbreaking. Mais je suis complètement objective. Bah, non, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas encore assez de travaux qui adoptent ce genre d'approche et qui se concentrent sur ces sujets de recherche-là. Et c'est ça, je pense que au cœur de cette approche méthodologique, c'est vraiment le but derrière, ou en tout cas l'objectif visé, c'est de voir le monde social, voir les sujets qui nous entourent un peu avec humilité, et de se dire que les expériences, les réalités auxquelles on a accès dans la vie, c'est celles-là qu'on devrait en principe euh, être capable sur lesquelles on devrait être capable de travailler, avec lesquelles on devrait être capable de faire des collaborations. Voilà. Aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que la recherche partenariale ou la recherche par pour avec a pas commencé avec nous. C'est juste que je pense qu'à l'heure actuelle, avec aussi la renommée de Relais Femmes, ça change le fait de pouvoir aussi avoir une visibilité sur cette recherche-là. Donc, et puis parce que de un, on a la visibilité de Relais Femmes qui fait que la recherche a aussi des canaux de diffusion
vraiment plus large, mais aussi la subvention en tant que telle. Euh, je suis persuadée qu'il y a eu d'autres recherches euh, qui soient dans ce genre-là, etc., mais qui n'a pas forcément eu la subvention ou l'argent ou la visibilité pour pouvoir aussi faire valoir cette recherche-là. Donc, c'est ça, c'est aussi de pouvoir mettre ça de l'avant et de pas... Enfin, on pense pas qu'on a aussi tout inventé là et puis qu'on est, on est le premier projet à faire ça, mais c'est aussi important de le préciser. On se retrouve pour la seconde partie de notre podcast avec Alexandra, Félicia, Maud et Ornella. Donc, on va plus parler sur le volet plutôt action communautaire. Tout au long de la mise en action du projet, plusieurs activités communautaires ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez revenir finalement sur chaque activité? Félicia, on a glissé un mot au début. Est-ce que tu peux revenir là-dessus plus précisément? Oui, bien sûr. Donc, il y avait la portion recherche qui était importante, mais au-delà de ça, il y avait aussi cette question de rendre tangible quelque part tout ce qui avait été récolté comme résultat, mais aussi de les diffuser. C'est comme ça qu'on a pensé à organiser tout d'abord un forum de 3 jours en avril 2023. On a d'abord commencé par une conférence avec Marie da Silva. On a eu cette idée en assistant à un événement de Harambek, le collectif Harambek, avant que ça s'appelle le collectif Harambek. On était une conférence, anti-conférence animée par Marie da Silva. Et Maud et moi, on s'est regardés et puis on a dit c'est ça qu'on veut, c'est ça dont on avait besoin. Parce que le format permettait à beaucoup de gens de partager, d'échanger, mais il y a aussi ce truc d'entendre les témoignages des autres et de se dire ah mais c'est ce que j'ai vécu, d'entendre des solutions proposées à d'autres personnes et de se rendre compte qu'il y a une bonne partie qui peut s'appliquer à nous-mêmes, nos problématiques. Marie da Silva, elle est la fondatrice de l'agence Nkali Works, qui est une agence qui se spécialise à accompagner les femmes racisées dans le milieu professionnel. En gros, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, difficulté à s'affirmer, à reconnaître sa valeur. Elle travaille beaucoup dessus. Personnellement, c'est quelqu'un qui m'avait été référé lors de mon premier burn-out en 2016 et à qui j'avais pas eu accès parce qu'elle était en France. Donc nous, on trouvait que c'était pas une mauvaise idée de continuer à rendre sa présence accessible au Québec, surtout quand on parle de personnes, de femmes et de personnes non binaires racisées dans le milieu de la recherche partenariale, dont le vécu, dont les obstacles, dont les défis ne sont pas forcément rendus visibles. Voilà, sa présence était plus qu'importante. On lui a parlé, elle était d'accord, on était très contente et c'est comme ça qu'on a commencé on a continué à planifier le forum. Elle a non seulement animé la conférence, qui, elle, était ouverte à toutes les personnes racisées, tous genres confondus, qui faisaient de la recherche partenariale au Québec. Puis on a offert aussi 2 journées d'ateliers avec elle toujours, mais également avec d'autres activités. Tu sais, on a pensé à l'art-thérapie, parce qu'on demande à toutes les personnes qui ont participé au forum de venir s'ouvrir, en fait, quelque part, de venir co-créer des espaces de partage, des communautés de pratique. Mais avant ça, il faut se sentir assez à l'aise pour baisser assez ses gardes, pour pouvoir se livrer aussi un tout petit peu, pour pouvoir écouter aussi ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme ça qu'on a conçu le forum. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens soient assez en sécurité, que les gens se sentent assez soutenus, assez écoutés et assez valorisés aussi, que leur vécu soit pris en considération et que des solutions concrètes et tangibles soient offertes. On a parlé de rapports de pouvoir, on a parlé d'expérience, on a aussi surtout parlé de co-création et de mettre en commun des stratégies. On a offert toutes sortes d'activités, hein, l'art-thérapie, les ateliers, la sonothérapie aussi. On a aussi pensé au côté fun avec une DJ pour qu'on puisse se libérer physiquement aussi. Et tout ça, c'était bien beau pour la conférence et pour les ateliers, donc pour le forum. Mais il y a tellement de stratégies qui ont été récoltées dans la recherche qui a été faite par Saz et Félicia, dans le forum également. Puis on s'est dit, il y a des sujets, il y a des thèmes qui sont ressortis, comme la tokenisation, ou comme également comment est-ce qu'on s'assure
de faire ou de participer à une bonne recherche partenariale. Ce qui nous a donné l'idée de créer une cohorte par, donc une cohorte de participants du forum qu'on allait pouvoir continuer à accompagner. Et cette cohorte part, on a proposé 2 journées d'ateliers à l'automne 2023 pour s'adresser aux enjeux et aux réalités de la tokenisation et d'une autre part s'adresser aux bonnes pratiques en recherche partenariale avec des stratégies très concrètes qui étaient bien sûr co-créées, mais qui étaient aussi assistées. Donc, c'était des personnes qui étaient accompagnées par des personnes, des gens qui étaient, j'aime pas le mot expert, mais qui s'y connaissaient dans ces thèmes-là. On a voulu offrir des solutions pratiques comme comment écrire une entente de propriété intellectuelle qui me ressemble, comment, entre guillemets, tirer profit de la tokenisation, comment ne pas trop l'internaliser, faut pas que ça nous écrase, mais on s'entend que parfois, c'est des situations qui sont difficiles à éviter, surtout quand on parle de tokenisation. Donc, d'accepter que ben, c'est des choses qui vont arriver, mais comment je me protège? Comment je protège ma communauté et comment est-ce que je peux m'en servir? Donc voilà un peu les ateliers qui ont été offerts. Et puis, il fallait également partager les résultats de la recherche à d'autres communautés BIPOC et aux communautés autochtones et proposer un espace où ces communautés pouvaient partager leurs stratégies. Parce qu'il y a les stratégies individuelles, il y a les stratégies communautaires, mais entre communautés, c'est sûr que ça peut être pratique de partager ces stratégies. Et c'est comme ça qu'on a créé les journées BIPOC, dont la dernière s'est terminée cette semaine d'ailleurs. Où c'est toute une journée de présentation de résultats, de panels et d'ateliers pour co-créer et partager des stratégies et des vécus. Donc, on insiste beaucoup sur la possibilité de proposer des espaces sécuritaires, non mixtes, de réflexion et de partage. Voilà. Je rajouterais peut-être à ça aussi, j'aime ce qu'Ornella dit pour des solutions concrètes et des stratégies concrètes. Quelque chose qui était beaucoup revenu des participants de la recherche, comme on a mentionné tantôt, c'est ah, tu sais, on participe à un projet, puis après ça, on n'en entend plus jamais parler. Ben, le forum, les journées BIPOC, les journées cohortes, ça a été toutes des événements où, tu sais, on a croisé des gens qui ont participé aux entrevues, au premier comité consultatif ad hoc, au focus group. Donc, ça a été cool aussi pour les participants de concrètement voir leurs critiques répondues, de pouvoir avoir accès à ces suites-là d'un projet comme le projet PAR. Il y a un événement dont je parlais qui s'en vient pour le printemps 2024. Donc là, ça a été beaucoup des communautés, entre guillemets, de travail, de validation, d'auto-validation entre communautés et de travail. Mais on pense aussi que c'est important de se reposer ensemble, de se ressourcer ensemble, de pas seulement se retrouver pour se plaindre, dit grossièrement comme ça, mais aussi de se retrouver pour partager des bons souvenirs. Et dans cette optique, on organise une retraite au printemps 2024 où on ne va pas travailler. On va relaxer, on va chiller, on va se reposer, on va se reconnaître et on va reconnaître que c'est important qu'on se repose. C'est important qu'on se pose, en fait. Plus que se reposer, c'est important qu'on se pose aussi en communauté. Ouais. Sans objectif de productivité. Sans objectif de productivité, exactement. Ok, c'est super intéressant. Donc sur le volet recherche, puis sur le volet action communautaire, il y a eu aussi plusieurs projets qui se sont mis en place, notamment sur la diffusion de la connaissance, notamment la mise en place d'un deck. Pour réunir les stratégies de résistance qui ont été collectées pendant les activités dont tu parles, Ornella. Est-ce que vous pouvez me parler finalement de ce projet du DEC? Oui, alors déjà, on appelle ça deck, parce qu'apparemment c'est connu ici. Mais, mais en gros, c'est comme un jeu de cartes d'apprentissage, d'auto-apprentissage, on va dire, sur des thématiques. Souvent, c'est des choses liées à la méditation, au self-care, whatever. Puis là, on s'est dit, oh, ce serait aussi nice de pouvoir l'adapter et le rendre pratique pour en tout cas pour la population cible qu'on a depuis le début. Et en fait, voyant toutes les stratégies au forum, voyant, c'est ça, il y avait toujours comment dire, un espèce de
une espèce de fin, mais fin F-I-M, là, de fin pour toujours comme plus, parce que c'est des espaces que, c'est ça, on n'a pas l'habitude d'avoir, que, voilà, c'est vraiment un besoin. Fait qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que grâce à la cohorte, et puis au forum, on va avoir aussi comment dire, des axes vraiment précis de situation qu'on aimerait pouvoir collecter puis mettre dans un outil pratique pour que la personne qui se retrouve dans une situation puisse tirer des cartes. Bon, tirer des cartes pas comme voilà, mais tirer des cartes dans le sens où dans le deck ça va être rangé vraiment par thématique, donc tokenisation, prendre soin de soi, etc. Et puis, ben, c'est ça. Aussi, moi, Maud Jean-Baptiste, je me retrouve dans une situation de tokenisation. Je peux prendre ce deck-là, aller dans le chapitre, puis voir toutes les stratégies qui ont été partagées à la fois dans le forum, à la fois dans les journées cohortes, à la fois dans les journées BIPOC, à la fois dans la recherche de Saz et Félicia. Voir ce qui est possible de faire au niveau individuel, ce qui est possible de faire au niveau communautaire et même maintenant intercommunautaire, vu que on a aussi eu nos journées BIPOC. Non, mais c'est ça, l'idée, c'est d'avoir un outil qui est accessible. Parce qu'un deck de cartes, oui, c'est pas tirer des cartes comme au tarot, mais c'est fortement inspiré de ça aussi. C'est qu'il y a tellement de stratégies qui ont été partagées. On sait que les gens ne vont pas se souvenir exactement de tout ce qui a été dit, même si elles ont été présentes, même si elles ont assisté, même si elles savent. Ça arrive à tout le monde de figer. C'est dans des situations où, par exemple, de tokenisation, ça peut arriver qu'on fige, mais de savoir qu'on a un outil comme ça à portée de main et qu'on respire un tout petit peu et vloup, on peut dégainer une carte, lire, se rappeler et rentrer en action. Ça peut être pratique comme ça aussi. L'idée, c'est de rendre aussi tout ce que nous, on a récolté comme stratégie, c'est de rendre la diffusion du savoir accessible. Et c'est à travers un deck de cartes qu'on va faire ça aussi. Et puis aussi, le deck de cartes va être remis, parce qu'encore une fois, dans cette dynamique de toujours aussi de redonner aux personnes qui ont pris de leur temps, qui ont pris de leur énergie pour faire des témoignages, pour aussi participer aux activités de co-construction, etc., de pouvoir leur remettre au dernier événement, en fait, en mars 2024, de remettre à cet événement-là la version papier, même si on pense, on espère en tout cas, avoir la version numérique aussi disponible en ligne, que ce soit, bref, peu importe où est-ce que ça va être diffusé, mais en tout cas, ce sera disponible en ligne pour aussi d'autres personnes, soit qui sont en recherche tout simplement par recherche partenariale, toujours des personnes racisées, parce que ces stratégies-là ne sont pas juste propres parce que c'est aussi comment dire, le bénéfice d'un projet comme ça, c'est que c'est pas propre vraiment que aux personnes non binaires, femmes racisées en recherche partenariale, mais c'est aussi valable pour des travailleuses communautaires, c'est aussi valable pour des personnes à l'université, des professeurs, peu importe là, mais c'est sûr que c'est à destination dans tous les cas de populations racisées. Ok. Et puis, il y a aussi un autre projet, donc on est en plein dedans, le podcast. Pourquoi c'était important d'utiliser pour vous ce canal de diffusion où il y a le son, mais aussi la vidéo? C'est ça, c'est que le podcast, encore une fois, parce que souvent dans des projets comme ça, il y a toujours une dimension d'évaluation, c'est ça, d'évaluation qui souvent par écrit, remis aux financeurs. On s'est dit que ça pouvait être aussi une bonne occasion. Donc, bon, même si le premier épisode est un peu différent du reste des épisodes, parce qu'il fallait quand même rentrer dans pourquoi le projet, pourquoi ce podcast, etc. Donc, ça, c'est ça. Mais le reste des épisodes va vraiment être sur le retour des personnes qui ont participé à nos événements. Donc, que ce soit le forum, que ce soit les journées cohortes, les journées BIPOC, sur leur expérience, mais par thématique. Donc, à savoir je donne vraiment des exemples comme ça, je les ai pas tous en tête, mais quelle a été, par exemple, pourquoi c'est important pour elle d'être dans un espace non mixte pour pouvoir partager des expériences de violence dans des milieux X ou Y. Aussi, quel pont de solidarité on peut avoir à la fois entre personnes noires et racisées, mais aussi entre personnes noires, racisées, autochtones, parce que c'est ça, on a eu aussi nos journées BIPOC. Fait que c'est ça, c'est de pouvoir aussi
rendre ça vivant, de pas juste avoir ça à destination d'un financeur, mais aussi que les personnes du milieu, donc encore une fois, je vais pas le répéter parce que je pense qu'à la fin tout le monde va savoir qu'on dit femmes et personnes non binaires racisées dans le milieu de la recherche partenariale, c'est ça, le public cible puisse aussi avoir accès à ça, avoir accès à des personnes qui ont vécu le projet, parce que encore une fois, le projet PAR, c'est pas que de la recherche, c'est aussi une grosse partie, c'est de l'organisation communautaire. Donc, que aussi les efforts que nous, on a mis en termes d'organisation communautaire puissent être vécus dans l'expérience des personnes qui ont participé, puis qu'on puisse, c'est ça, avoir leur expérience là-dessus. Puis pourquoi pas, c'est ça, des pistes de réflexion aussi plus collectives pour d'autres sortes de projets, parce qu'encore une fois, c'est pas un seul projet. On vise pas à être genre la référence pour de la recherche partenariale avec des personnes racisées, blablabla. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses. Il y aura aussi encore beaucoup de choses après nous. Puis c'est aussi amener une petite pierre à l'édifice pour entraîner aussi d'autres conversations. Et puis je veux juste rajouter aussi, parce que c'est aussi de Sonia là, Sonia Halimi qui aussi a sur l'aspect du visuel, parce que le podcast aurait pu être juste audio. Mais on s'est encore dit que il y a beaucoup d'espaces où voir aussi des personnes racisées euh, euh, comme témoigner de leur travail, de leur expérience, de leur expertise, c'est des choses dont, enfin c'est ça, où il y a beaucoup d'obstacles pour nous à ce niveau-là. Fait que de aussi pouvoir personnifier par le visuel, par le fait de filmer le podcast, c'est aussi de rendre vivant aussi nos expériences, puis que c'est ça. Fait que je redonne à Sonia ce qui est à Sonia. Merci à Sonia Halimi. Et oui, de mettre en visibilité finalement votre travail aussi qui a l'air... Enfin, vous travaillez dur depuis le début du projet. Félicitations à vous toutes. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci aussi à nos invités pour ce bel échange. Et je parle aussi au nom de l'équipe du projet PAR qui tenait à remercier toutes les personnes collaboratrices du projet sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. À chaque étape des activités du projet PAR, elles ont fait un travail remarquable pour soutenir et apporter leur expérience et expertise à un nombre significatif de femmes et personnes non binaires, autochtones, noires et racisées. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.